Il te ressemble que votre famille part en vacances. Ils avaient l'air incroyablement heureux. Avec ces quelques mots de ma voisine. Tout a enfin pris sens. Je venais tout juste d'être libéré du service de maternité de l'hôpital. Berçant mon nouveau-né comme un fragile petit oiseau, j'étais enfin rentré chez moi. Habitué à la routine, j'ai tapé le code d'accès sur notre serrure intelligente. Mais la machine n'a répondu que par un froid bip mécanique. Mon mari m'avait abandonné, emmenant sa mère et sa sœur avec lui. Il m'avait laissé, moi et notre nouveau-né, debout devant notre propre porte d'entrée pendant qu'il s'envolait pour des vacances internationales. Debout dans ce couloir climatisé et courant d'air, j'ai pleuré en silence, juste une fois. Et à ce moment précis, j'ai pris ma décision. J'ai passé 2 coups de téléphone immédiatement. Le premier à ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Le second à un avocat pour mettre fin à tout cela. Une semaine plus tard, mon mari et sa famille sont revenus en riant et de bonne humeur. Chargés de sacs débordants de produits de luxe des boutiques hors taxes. Mais ce qui les attendait était la porte de notre condo équipée d'une serrure complètement différente. Qui êtes-vous? Arrêtez de faire une scène devant la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai acheté ce condo. C'est seulement à ce moment-là que mon mari a enfin remarqué le seul message texte que je lui avais envoyé. Notre histoire commence maintenant. Mais avant d'y entrer, veuillez cliquer sur les boutons s'abonner et aimer ci-dessous. Que vous ayez toujours une abondance de chance et de richesse dans votre vie. Dans le hall de l'hôpital. Émilie tenait fermement son bébé tandis qu'elle passait les portes coulissantes automatiques. La brise fraîche d'avril soulevait légèrement le coin de la couverture du bébé. Émilie l'a rapidement remise en place et a baissé les yeux sur le visage de son enfant. Nous rentrons à la maison, mon chéri. Papa est probablement si excité de te voir. A murmuré Émilie au bébé en s'installant à l'arrière d'un taxi. En voyant son complexe de condo haut de gamme familier à travers la vitre. Un sourire chaleureux s'est naturellement répandu sur son visage. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée principale. Émilie est descendue, berçant son bébé, et a pris l'ascenseur pour monter. Arrivée au 12e étage, elle s'est arrêtée devant sa porte et a tapé le code d'accès. Un froid ton d'erreur mécanique a retenti 3 fois, suivi d'un clignotement de lumière rouge. Les doigts d'Émilie se sont figés. Attends, est-ce que j'ai tapé de travers, a-t-elle marmonné pour elle-même. Elle a lentement et soigneusement retapé les chiffres. Le même ton d'erreur a résonné dans le couloir silencieux. Perplexe, elle a essayé une 3e fois, mais la porte est restée verrouillée. Émilie a froncé les sourcils. Paul avait-il changé le code? A-t-elle murmuré en sortant son smartphone de son sac de sa main libre pour l'appeler. Le téléphone n'a même pas sonné. Il est passé directement à une voix automatisée. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Émilie a raccroché et a réessayé encore et encore, n'entendant que la même voix robotique. Se mordant la lèvre, elle a appelé 5, 6, 7 fois. Rien n'a changé. Le bébé dans ses bras a commencé à s'agiter et à pleurer. Émilie a frotté le dos du bébé pour l'apaiser. En baissant les yeux, elle a poussé le paillasson du pied et a remarqué une légère bosse. Sous le paillasson se trouvait une clé métallique froide et fraîchement coupée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Qu'est-ce que c'est? Émilie a placé la clé dans sa paume et l'a fixée du regard. Pendant tout le temps où ils avaient vécu là, ils n'avaient jamais utilisé de clé physique. C'était une serrure intelligente. Maintenant le code avait été changé et il y avait une clé inutile et inconnue laissée derrière. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a laissé tomber la clé dans le coin du couloir et a sorti son téléphone pour appeler sa belle-mère Suzanne. Ça a commencé à sonner. Juste à ce moment-là, la porte de l'unité voisine s'est ouverte et Brenda, sa voisine, a jeté un coup d'œil. Oh, Émilie, tu es de retour avec le bébé. Brenda l'a saluée joyeusement en sortant. Émilie a forcé un sourire poli et a hoché la tête. Oui, Brenda, mais le code ne marche pas. As-tu vu mon mari par hasard? Les yeux de Brenda se sont agrandis. Oh. Tu ne savais pas? Paul est parti hier avec sa mère et sa sœur.
Ils traînaient d'énormes valises. Ils ont pris un Uber XL pour l'aéroport. Le visage d'Émilie s'est figé. Il semble que ta famille parte en vacances. Ils avaient l'air incroyablement heureux. Riant et discutant, a ajouté Brenda, complètement inconsciente de la situation. Juste à ce moment-là, Émilie a entendu la voix de sa belle-mère sur la ligne. Allô. Émilie a fait un signe poli de la tête à Brenda. Lui a tourné le dos et a pressé le téléphone contre son oreille. Maman, c'est Émilie. Je suis debout devant le condo. Mais le code a été changé et je ne peux pas entrer. Je n'arrive pas non plus à joindre Paul. Un bref silence est tombé sur la ligne. Puis Suzanne a parlé lentement, de manière évasive. Oh, le code. Je ne sais pas. Tu devras demander à Paul. C'est pour ça que je t'appelle. Je n'arrive pas à le joindre. Où êtes-vous tous? Je suis un peu occupé en ce moment. Paul t'appellera probablement plus tard. Je raccroche. Clic et Suzanne a mis fin à l'appel abruptement. Émilie a lentement baissé le téléphone de son oreille et s'est adossée au mur du couloir. Le bébé a recommencé à pleurer. Émilie a fixé la porte verrouillée de sa propre maison d'un regard vide. Le code changé, le téléphone de son mari éteint. Et ses beaux-parents partis joyeusement avec leurs bagages. Lentement, des larmes ont rempli les yeux d'Émilie. Un voyage en famille. Et je suis la seule exclue, a-t-elle dit, la voix brisée. Les lumières fluorescentes du couloir jetaient une lueur froide sur elle et son nouveau-né. Essuyant ses larmes avec sa manche. Émilie a pris son téléphone d'une main tremblante et a appelé sa mère. Maman, c'est Émilie. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été libérée? Veux-tu que nous venions te chercher? Maman? Viens me chercher. Je ne peux pas entrer dans ma maison. Paul a changé la serrure et est parti en vacances familiales sans moi. Il ne répond pas au téléphone. Elle a entendu sa mère prendre une inspiration vive et profonde à l'autre bout. Ne bouge pas. Ton père et moi sommes en route. Émilie a raccroché et s'est laissée glisser le long du mur. S'asseyant sur le sol moquetté du couloir. Sentant la chaleur du corps de sa mère, le bébé a enfin arrêté de pleurer et s'est endormi. Ses petits poings serrés fermement. Émilie a fixé ses petits poings et a serré les dents. 20 minutes plus tard. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et les parents d'Émilie se sont précipités dehors. En voyant sa fille assise sur le sol du couloir. Sa mère a couru vers elle et l'a serrée dans une étreinte serrée. Oh, ma douce fille, tu as dû avoir si peur. Le père d'Émilie a lancé un regard noir à la porte verrouillée et a secoué la tête. Allons à la maison. Ce n'est pas un endroit pour toi. Il a aidé Émilie à se relever. Avant que les portes de l'ascenseur ne se referment. Émilie a regardé en arrière et a lancé un dernier regard prolongé à la porte verrouillée. Cette nuit-là, dans son ancienne chambre d'enfance chez ses parents dans leur maison de banlieue. Émilie était allongée dans le noir à côté de son bébé endormi. La lueur de l'écran de son téléphone illuminant son visage. Dans la barre de recherche, elle a tapé des mots un par un, divorce loyer, équitable distribution. Child custody, marital asset dissipation. Ses yeux brillaient froidement dans l'obscurité. Elle a enregistré le numéro d'un cabinet de droit de la famille de premier plan et a verrouillé l'écran. Le seul son dans la pièce était la respiration douce et rythmée de son bébé. Le lendemain matin, Émilie a parlé à son père pendant le petit déjeuner. Papa, peux-tu m'aider avec quelque chose aujourd'hui? Tout ce que tu veux. Où allons-nous? J'ai besoin de récupérer mes affaires au condo. J'appelle un serrurier pour percer la serrure. Son père a posé sa tasse de café et a hoché la tête. Allons-y tout de suite après avoir mangé. 1 heure plus tard, le serrurier a ouvert la serrure. Émilie est entrée et a regardé autour d'elle. Des vêtements neufs étaient éparpillés sur le canapé du salon, les étiquettes arrachées. Sur l'îlot de la cuisine se trouvait un post-it dans l'écriture désordonnée de Suzanne. Une liste de courses pour des boutiques de créateurs européens et un guide de voyage ouvert. Émilie a pris le mot. Maquillage pour Chloé. Une ceinture en cuir pour Paul.
Compléments alimentaires de luxe pour moi. Émilie a froissé le papier dans son poing. Papa, j'ai juste besoin de prendre mes documents. Je serai rapide. Émilie est entrée dans la chambre principale et a ouvert son coffre-fort. Elle en a sorti les papiers. L'acte de propriété que ses parents avaient transféré à son nom exclusivement avant le mariage. Un dossier contenant ses relevés bancaires et ses chéquiers. Elle les a fourrés dans son sac fourre-tout. Elle a emballé les vêtements du bébé et les essentiels dans un sac de sport et a jeté un dernier regard autour de l'endroit. Son père attendait près de la porte, observant son visage. « As-tu tout pris ?» a-t-il demandé. « Oui », a répondu Émilie brièvement en sortant sans regarder en arrière. Cet après-midi-là, Émilie est entrée dans un cabinet d'avocats élégant du centre-ville. Après avoir donné son nom à la réceptionniste, elle a été conduite dans une salle de conférence. Émilie a sorti les documents de son sac, les a étalés sur la table en acajou et a commencé à parler. Ce condo a été acheté par mes parents comme cadeau prémarital. Il est uniquement à mon nom. Voici l'acte et les registres de transfert. Mon mari n'a pas contribué d'un seul centime au principal. L'avocat a examiné les documents et a hoché la tête. C'est étanche. Les actifs acquis avant le mariage et offerts spécifiquement à vous restent vôtres. Propriété séparée, mais nous devons agir rapidement. Émilie a fermé les yeux, a pris une inspiration et a regardé l'avocat avec une détermination absolue. Faites-le immédiatement. Je veux aussi vendre le condo. Je veux que tout soit liquidé et terminé. Avant leur retour. L'avocat a étudié le visage d'Émilie un moment avant de prendre son stylo. Compris. Nous commencerons les dépôts aujourd'hui. En sortant du cabinet. Émilie a composé le numéro d'un investisseur immobilier qu'elle avait trouvé en ligne. Ses yeux étaient complètement secs. Il ne restait plus de larmes à verser. 2 jours plus tard, l'investisseur a appelé Émilie. Nous avons une offre en espèces. Ils peuvent clôturer l'escroc immédiatement. Dois-je envoyer les papiers? Oui, fais avancer ça. Émilie a raccroché et a conduit jusqu'à la banque. Elle a fermé tous ses comptes d'épargne personnelle et ses certificats de dépôt, transférant tout vers un nouveau compte dans une banque différente. Elle a ensuite appelé son courtier pour liquider ses fonds communs de placement. Ensuite, elle a déclaré les cartes de crédit supplémentaires au nom de Paul comme volées et les a annulées. Après que tout ait été sécurisé, elle est allée en ligne et a changé son adresse postale pour celle de la maison de ses parents. Assise dans sa voiture, Émilie a ouvert ses contacts. Elle a bloqué le numéro de Suzanne, puis celui de Chloé. Enfin, elle a tapé un message texte à Paul. Le condo est vendu. Les papiers du divorce te seront signifiés sous peu. Ne me cherche jamais. Elle a appuyé sur envoyer et a jeté le téléphone sur le siège passager. De retour chez ses parents, Émilie a déposé ses sacs et a regardé sa mère tenant le bébé. Maman, est-ce que je peux rester ici un moment? Sa mère a bercé le bébé et a regardé sa fille dans les yeux. Quel genre de question est-ce là? C'est ta maison. Où irais-tu ailleurs? Le dîner est prêt. Va te laver. Son père a baissé son journal dans le salon et a parlé doucement. Je suis juste content que tu sois à la maison. Émilie a baissé les yeux, se mordant fort la lèvre. Avant que les larmes ne tombent, elle a levé les yeux vers le visage endormi de son bébé. A pressé un baiser sur sa douce joue et a murmuré « Maman va te protéger ». Alors que les portes automatiques du terminal des arrivées internationales s'ouvraient. Paul a remonté ses lunettes de soleil sur son front et a roulé une énorme valise. Derrière lui marchait Suzanne chargée de sacs de shopping de boutique haut de gamme. Sa sœur Chloé était occupée à prendre des selfies et à glousser devant son téléphone. Man, il n'y a rien de tel que voyager, hein, maman? Paul s'est étiré et a regardé en arrière vers Suzanne. Absolument. Rien ne vaut des vacances en famille. Je suis sûr qu'Émilie s'est bien reposée à l'hôpital, donc elle ira bien, a ajouté Suzanne de manière évasive en ajustant ses sacs de shopping. Chloé a ajouté sans lever les yeux de son écran. Paul, je dois montrer à mon fiancé ce nouveau sac que j'ai acheté.
Donc dépêchons-nous. Prenons juste un Uber XL. Les trois sont montés dans le SUV de luxe et se sont adossés dans leur siège en cuir, regardant les lumières de la ville défiler devant les fenêtres. Suzanne faisait défiler leurs photos de vacances avec un large sourire. En arrivant au garage de stationnement souterrain du condo, Paul a roulé ses bagages vers sa place assignée. Il s'est arrêté net. Garée à sa place se trouvait une élégante voiture importée noire qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est quoi ce bordel? Qui s'est garé à ma place? Paul a froncé les sourcils en vérifiant la plaque d'immatriculation. Suzanne s'est approchée derrière lui. Appelle le concierge. Quelqu'un a probablement juste fait une erreur. Allons d'abord en haut. Déposer nos sacs. Paul a secoué la tête avec agacement et a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Arrivé au 12e étage, le trio s'est arrêté devant la porte. Paul a laissé tomber sa valise et a tendu la main pour taper son nouveau code. Mais ses doigts se sont arrêtés en l'air. La serrure intelligente était différente. Ce n'était pas celle qu'il avait installée. C'était un modèle haut de gamme complètement différent. Qu'est-ce que c'est? A marmonné Paul en essayant quand même de taper le code. Un bip strident l'a rejeté. Il a essayé l'ancien code. Une autre lumière rouge. Paul, pourquoi tu n'ouvres pas? A gémi Chloé de derrière. Suzanne a poussé Paul et a lancé un regard noir à la porte. Qui a fait ça? Émilie. Elle a changé la serrure pendant que nous étions partis. L'audace absolue de cette fille. Suzanne a commencé à marteler la lourde porte avec ses poings. Émilie, Émilie, ouvre cette porte. Ouvre-la tout de suite. Ses cris ont résonné dans le couloir silencieux. Chloé s'est couvert les oreilles et a reculé. Paul a saisi le bras de sa mère. Maman, calme-toi. Les voisins vont t'entendre. Calme-toi. C'est la maison de qui? Comment ose-t-elle changer les serrures? Suzanne a secoué la prise de Paul et a martelé la porte à nouveau. Soudain, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Un homme étrange se tenait là. C'était un Américain corpulent d'âge moyen en t-shirt. Qui les fixait avec un profond froncement de sourcils. Qui êtes-vous, les gens? Et pourquoi cognez-vous à ma porte? Suzanne l'a regardé de haut en bas et a crié. Ta porte. C'est la maison de mon fils. Qui diable es-tu pour être à l'intérieur? L'homme a croisé les bras et a pointé le côté de la porte. Une nouvelle plaque de laiton était fixée là. Elle portait un nom qu'aucun d'eux ne reconnaissait. C'est ma propriété. J'ai signé les papiers de clôture et j'ai emménagé il y a une semaine. Voulez-vous que je vous montre l'acte? A dit l'homme, sa voix calme mais menaçante. Toute la couleur a quitté le visage de Paul. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Ce condo est à mon nom. Non. Ce n'était pas le cas. La recherche de titres était propre et la vente en espèces était parfaitement légale. Si vous ne quittez pas mon couloir tout de suite, j'appelle la police pour intrusion. L'homme a sorti son téléphone. Paniquant, Paul a fouillé dans sa poche pour son téléphone. Quand il l'a allumé, au milieu d'un flot de notifications, un seul message texte d'Émilie est apparu sur l'écran. Le condo est vendu. Les papiers du divorce te seront signifiés sous peu. Ne me cherche jamais. Le téléphone a glissé de la main de Paul et a claqué sur le sol, l'écran se fissurant. Il n'a même pas essayé de le ramasser. Ses lèvres ont tremblé, mais aucun mot n'est sorti. Quoi? Elle a vendu la maison. Suzanne a arraché le téléphone du sol et a lu l'écran. Son visage est devenu cramoisi, puis blanc comme du papier. Ses genoux ont cédé et elle s'est effondrée sur le sol du couloir. Cette folle. Elle a vendu la maison de son mari. Est-elle même humaine? Suzanne a commencé à hurler, frappant la moquette. Chloé a regardé son frère et sa mère avec une pure terreur et a reculé. Paul, est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qu'on va faire? Paul n'a pas répondu. Il s'est lourdement appuyé contre le mur et a lentement glissé jusqu'au sol. Le concierge de l'immeuble avait entendu le vacarme et était monté. Voyant le désordre, il a appelé la police. Bientôt,
2 officiers du NIPL sont sortis de l'ascenseur. Nous avons vérifié que vous n'êtes pas les propriétaires légaux de cette propriété. Vous devez quitter les lieux immédiatement, a dit l'officier à Paul fermement. Suzanne a saisi la jambe de pantalon de l'officier et a sangloté. C'est un mensonge. C'est la maison de mon fils. Ma belle-fille nous l'a volée. C'est une voleuse. Madame? Le titre a été légalement transféré. Nous ne pouvons rien faire ici. Vous devrez régler tout litige civil au tribunal de la famille. Maintenant, lâchez ou je vous emmène. L'officier a dégagé les mains de Suzanne. Paul s'est levé avec des yeux morts et vide et a saisi la poignée de sa valise. Les sacs étaient pleins de biens de luxe coûteux. Mais les 3 n'avaient plus de maison où retourner. Dehors dans la rue sombre de la ville, les 3 se tenaient là frissonnant avec leurs bagages. Suzanne a jeté ses sacs de shopping sur le trottoir et a crié « Paul, qu'est-ce qu'on va faire? Où allons-nous dormir ?» Paul s'est tourné vers Chloé. « Chloé, tu as un appartement, hein? Allons-y pour l'instant. » Chloé a reculé, agitant les mains frénétiquement. « Pas question. Mon fiancé vit pratiquement avec moi en ce moment. Qu'est-ce qu'il va dire si toi et maman débarquez juste avec tous vos sacs? » Chloé, a hurlé Suzanne. Mais Chloé lui a tourné le dos et a continué à marcher en arrière. Maman? J'ai ma propre vie. Ce n'est pas juste pour un jour ou 2. Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle a rapidement hélé un taxi jaune passant, a sauté dedans et a filé. Suzanne a fixé les feux arrière du taxi et a laissé échapper un rire amer et creux. Regarde ça. Même ma propre chair et mon sang. Il n'y a personne à qui faire confiance dans ce monde. Dans le silence, Paul a cherché un motel bon marché à proximité sur son téléphone. Traînant leurs lourdes valises. Leurs ombres s'étirant longues et pathétiques sous les lumières de rue vacillantes. Après une nuit sans sommeil dans un motel miteux, Paul a emmené sa mère dans un cabinet d'avocat d'un centre commercial le lendemain matin. Dès que Suzanne s'est assise, elle a claqué sa main sur le bureau. Cette sorcière d'Émilie a vendu notre maison sous nos pieds. Est-ce légal? N'est-ce pas une fraude? L'avocat louche a ajusté sa cravate et l'a regardé. Dites-moi toute la situation. Paul a fait asseoir sa mère. Pendant que ma femme était à l'hôpital en train d'avoir notre bébé. Nous sommes partis en courtes vacances. Quand nous sommes revenus, le condo était vendu. J'y vivais aussi. Et la valeur de la propriété a beaucoup augmenté depuis notre mariage. N'ai-je pas droit à la moitié? L'avocat a hoché la tête en prenant des notes. À quel nom était l'acte? Celui de ma femme. Mais nous sommes mariés et nous y vivions ensemble. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Ça dépend si c'était acquis avant ou après le mariage. Paul a hésité. Ses parents l'ont acheté pour elle avant le mariage. Mais parce que nous y vivions en tant que couple marié. J'ai des droits sur l'équité. 1. L'avocat a posé son stylo et a regardé Paul dans les yeux. Honnêtement, c'est une bataille difficile. Les actifs prémaritaux offerts par les parents sont rarement considérés comme des biens matrimoniaux sujets à division. Mais nous pouvons essayer d'argumenter que vos contributions ont augmenté sa valeur. Suzanne s'est penchée en avant. C'est exactement ça. Mon fils était le soutien de famille. Il payait l'entretien. Nous devons aussi la poursuivre pour détresse émotionnelle. Émilie a détruit notre famille. Paul a hoché la tête, serrant les poings. Nous déposons une plainte. Je veux la moitié de la valeur de ce condo. Plus des dommages et intérêts. Et ainsi, le camp de Paul a déposé sa requête. Quelques jours plus tard, Émilie a ouvert la grosse enveloppe Manille livrée à la maison de ses parents. Elle a lentement lu le jargon juridique.
La moitié de la valeur de la propriété, plus des dommages exorbitants. Émilie a laissé échapper un court rire sec et a jeté les papiers sur la table de la cuisine. Son avocat a parlé calmement au téléphone. Comme prévu, c'est une tentative d'extorsion. Ne vous inquiétez pas. Parce que nous avons une documentation étanche du cadeau prémarital. Ils ne gagneront pas un centime de la vente de la propriété. Mais il y a une chose que nous devons. Examiner le flux de l'argent de votre mari. Que voulez-vous dire ? A demandé Émilie. Avant que vous ne vidiez vos comptes, une somme massive d'argent a été retirée de votre épargne commune. Si nous pouvons tracer où ces fonds matrimoniaux sont allés, cela détruira absolument son dossier. Émilie a pressé ses lèvres ensemble. Que dois-je faire ? Je connais un enquêteur privé très fiable. Il est excellent en comptabilité judiciaire et en traçage de dossiers financiers. Voulez-vous que je le mette sur l'affaire ? Oui, s'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut. Émilie a raccroché et a regardé par la fenêtre. De la pièce voisine, elle pouvait entendre le doux gazouillis de son bébé. Pendant ce temps, Paul et Suzanne se sont présentés aux portes du quartier de banlieue des parents d'Émilie. Debout sur le trottoir, Suzanne a commencé à crier « Émilie, sors ici. Femme maléfique. Tu as vendu la maison de ton mari et maintenant tu te caches. » Sa voix a résonné dans la rue calme et bien entretenue. Les voisins ont jeté un coup d'œil derrière leur store, murmurant. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une voiture de police arrive. 2 officiers sont sortis. Si vous continuez comme ça, vous allez recevoir une ordonnance restrictive. Circulez. Suzanne a saisi le bras de l'officier, sanglotant faussement. Ma belle-fille a volé notre maison. Nous sommes les victimes ici. Portez ça devant un juge. Madame, vous ne pouvez pas troubler la paix ici. Humilié, Paul a saisi le bras de sa mère et l'a tiré en arrière. Maman, allons-y. Nous nous rendons juste ridicules. Suzanne a serré les dents et a lancé un regard venimeux à la maison avant de laisser Paul la traîner. Quelques jours plus tard, l'enquêteur privé d'Émilie a livré ses conclusions. Il avait tracé les mouvements de Paul et sécurisé des images de caméras ATM et des journaux de transfert bancaire. Quand l'avocat d'Émilie a lu le rapport, ses sourcils se sont levés. L'argent manquant du compte d'épargne joint avait été transféré par virement sur le compte bancaire de Chloé. L'avocat a appelé Émilie immédiatement. Émilie ? L'argent que votre mari a drainé est allé directement à sa sœur. C'est une somme massive. Nous déposons une assignation pour les relevés bancaires de Chloé tout de suite. Émilie a serré son téléphone fermement et a fermé les yeux. Nous avons aussi découvert ce qu'elle en a fait. Récemment, Chloé a acheté un SUV de luxe tout neuf et a payé en espèces pour des rénovations massives sur sa nouvelle maison. Il semble qu'elle se déchaîne pour son mariage à venir. Émilie est restée silencieuse un long moment avant de parler. Sa voix glaciale. Rassemblez chaque pièce de preuve. Je veux que tout soit présenté au tribunal. La date du tribunal est arrivée. Paul et Suzanne sont entrés dans le palais de justice avec un air suffisant. Ayant rallié quelques parents pour servir de témoins de caractère. Suzanne a tapoté le bras de Paul. Ne t'inquiète pas. Aucun juge n'est assez stupide pour prendre le parti d'une femme qui vend une maison sans en parler à son mari. Tu as raison, maman. Nous terminons ça aujourd'hui. A dit Paul en ajustant son costume bon marché. Pendant ce temps, Émilie avait tranquillement préparé ses pièces de preuve finale. Des messages vocaux sauvegardés de Chloé suppliant pour de l'argent. Des messages textes et les rapports financiers de l'enquêteur. Son avocat avait une dernière surprise. Nous avons assigné le fiancé de Chloé à témoigner. Le juge l'a autorisé. Émilie a simplement hoché la tête. Dans la salle d'audience, Paul a lancé un regard méchant à Émilie. Émilie n'a pas détourné le regard. Elle l'a fixé droit à travers lui. Quand tout le monde s'est assis, l'avocat de Paul s'est levé en premier. Votre honneur. Émilie a trompé son mari et ses beaux-parents et a vendu leur résidence principale sans consentement. C'est un cas clair de fraude.
Et elle porte l'entière responsabilité de la destruction de cette famille. Ensuite, Suzanne a pris le stand des témoins, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Dès le début. Émilie n'en avait qu'après l'argent de mon fils. Elle est incroyablement matérialiste. Elle ne sait pas tenir une maison. Et tout ce qu'elle fait c'est dépenser. Vous n'avez aucune idée de combien nous avons souffert. Quelques parents dans la galerie ont hoché la tête en accord. L'avocat d'Émilie s'est levé. Votre honneur. La propriété en question a été achetée entièrement avec les fonds des parents d'Émilie avant le mariage et a été mise au nom d'Émilie exclusivement. C'est un actif prémarital. Il a soumis les documents au greffier. Voici les virements et l'acte. Monsieur Paul n'a pas contribué d'un seul centime à l'équité. La salle d'audience est tombée silencieuse. Puis l'avocat d'Émilie a sorti la deuxième pile de dossiers. De plus, votre honneur. Nous avons une preuve irréfutable que Monsieur Paul a dissipé des actifs matrimoniaux en transférant des dizaines de milliers de dollars de leur épargne commune sur le compte de sa sœur Chloé. Des halètements ont parcouru la galerie. La couleur a quitté le visage de Paul, et Suzanne a fixé son fils, la bouche ouverte. Le juge a regardé Paul par-dessus ses lunettes. Monsieur Paul, pouvez-vous expliquer ces virements? Paul s'est levé, bafouillant. Je l'ai juste prêté à ma sœur pour son entreprise. Elle allait le rembourser. Avez-vous une note de reconnaissance de dette ou un contrat de remboursement? Paul s'est mordu la lèvre et a baissé les yeux. Il n'avait rien. L'avocat d'Émilie a affiché plusieurs photographies agrandies sur un projecteur. Chloé a utilisé ses fonds matrimoniaux pour acheter un SUV de luxe et pour rénover entièrement une maison. Ce n'était pas un prêt commercial. C'était un fonds secret pour payer les préparatifs extravagants de son mariage. Tout le monde dans la pièce s'est tourné pour regarder Chloé qui se recroquevillait sur son siège. Dans la rangée du fond. Au bon moment, le témoin vedette d'Émilie est entré dans la pièce. Le fiancé de Chloé, Ryan. Avant de prendre le stand, Ryan a croisé le regard de Chloé. Elle l'a regardé avec des yeux remplis de larmes, secouant la tête de manière suppliante. Ryan a eu l'air dégoûté, a serré la mâchoire et a pris le stand. Monsieur Ryan, a commencé l'avocat d'Émilie. Qu'est-ce que Chloé vous a dit concernant la source des fonds pour votre mariage et les rénovations de la maison? Elle m'a dit que c'était un héritage de sa défunte grand-mère. A-t-elle réellement reçu un héritage? Non, j'ai vérifié après avoir reçu l'assignation. Des murmures ont éclaté à nouveau dans la galerie. Ryan s'est tourné pour regarder directement Chloé. Chloé, tu m'as menti sur tout. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Honnêtement, je ne peux pas épouser quelqu'un qui vole une nouvelle mère pour financer un style de vie qu'elle ne peut pas se permettre. Le mariage est annulé. C'est fini. Chloé a sauté de son siège et a hurlé, ses jambes cédant alors qu'elle s'effondrait sur le sol. À côté d'elle, le choc était trop pour Suzanne, qui s'est affaissée, s'évanouissant dans l'allée. La salle d'audience a sombré dans le chaos. Un huissier a appelé le 911 et des ambulanciers sont arrivés pour emmener les deux femmes sur des brancards. Une fois l'ordre rétabli, le juge a frappé son marteau et a rendu sa décision. La requête du demandeur pour une distribution équitable de l'immobilier est rejetée. La propriété est légalement reconnue comme un cadeau prémarital appartenant uniquement à Émilie. De plus, compte tenu de la dissipation flagrante des fonds matrimoniaux par Monsieur Paul et du fait qu'il a abandonné sa femme en postpartum et son enfant nouveau-né, j'accorde à Émilie sa requête de divorce avec garde complète et j'ordonne à Monsieur Paul de rembourser intégralement les fonds dissipés plus les frais de justice. Paul a serré le dos de sa chaise et a baissé la tête dans une défaite absolue. Émilie est restée assise tranquillement à côté de son avocat, les mains bien pliées sur ses genoux. Son visage ne montrait ni joie ni colère. Seulement l'épuisement tranquille de quelqu'un qui avait survécu à une guerre brutale. En sortant du palais de justice, Émilie a regardé le ciel. La victoire semblait creuse. Un étrange sentiment de vide l'a envahi. Quelques jours plus tard, son avocat a appelé pour dire que Paul avait fait appel.
affirmant qu'Émilie avait soudoyé le témoin. C'est un argument désespéré et impossible. Il perdra, l'a assuré l'avocat. Mais je devrais aussi vous avertir. Paul a publié des mensonges diffamatoires sur vous sur Facebook et Reddit, affirmant que vous êtes une chercheuse d'or. Nous pouvons déposer une plainte séparée pour diffamation. Émilie a serré son téléphone fermement. C'était sans fin. Occupez-vous-en simplement, a-t-elle murmuré en raccrochant. Elle est entrée dans la chambre d'enfant et s'est allongée à côté de son bébé endormi, fixant le plafond. Même si elle en avait un, le poids invisible écrasait encore ses épaules. Chaque nuit elle souffrait de cauchemars. Il y avait des jours où elle ne pouvait même pas forcer un sourire quand elle regardait son enfant. Un après-midi, en organisant des boîtes dans le sous-sol de ses parents, Émilie a remarqué un vieux portfolio en cuir abîmé. Elle l'a sorti et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient ses carnets de croquis et ses portfolios de design de ses jours d'université à l'école d'art. Elle s'est assise sur le sol en béton et a tourné les pages une par une. Dans le coin d'un croquis, elle a vu une note qu'elle s'était écrite à elle-même des années auparavant. Émilie, tu vas être une designer brillante. Ses doigts ont tracé le graphite fané. Cela ressemblait à une voile appelant d'un passé oublié. Émilie a serré le carnet de croquis contre sa poitrine et est restée assise là longtemps. Le lendemain, Émilie a attaché son bébé dans une poussette et est sortie de la maison. Elle a marché sans but dans le centre-ville jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant le centre de convention de la ville. Une énorme bannière était suspendue à l'entrée, National Baby and Toddler Expo. Émilie s'est arrêtée. Presque instinctivement. Elle a fouillé dans son sac fourre-tout et a touché le vieux carnet de croquis qu'elle avait apporté. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait emballé. Mais elle a poussé la poussette à travers les portes de l'expo. À l'intérieur de l'immense hall d'exposition, des centaines de stands présentaient des équipements pour bébés high-tech colorés sous des lumières halogènes vives. Émilie a lentement erré dans les allées. Elle a testé des porte-bébés, inspecté des biberons et examiné la suspension sur des poussettes coûteuses. Soudain, elle a sorti son carnet de croquis de son sac. En cherchant un stylo, elle en a trouvé un à côté d'un crayon de cire égaré. Elle s'est assise sur un banc, a ouvert une page vierge et a commencé à dessiner rapidement. Elle a noté les défauts structurels des porte-bébés actuels sur le marché et a conçu un tout nouveau design ergonomique. Alors qu'elle était intensément concentrée sur le dessin, quelqu'un a doucement tapoté son épaule. « Émilie, c'est toi. » Elle a levé les yeux pour voir un homme grand et bien habillé lui souriant. « Je suis Lucas. Nous étions dans le même groupe de design industriel à l'université. » Les yeux d'Émilie se sont agrandis. « Lucas. Waouh, ça fait des années. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucas a baissé les yeux vers la poussette et a souri chaleureusement. « Waouh, tu as un bébé. Tu es maman maintenant. » Émilie a forcé un sourire poli, ajustant la couverture de son bébé. « Oui, et toi ? » Juste en visite. Lucas a tapoté le badge d'exposant sur sa poitrine. « J'ai commencé une entreprise de produits pour bébés il y a quelques années. Nous avons un stand là-bas dans le hall principal. » Il a pointé vers une zone d'exposition massive et élégante. Émilie l'a regardé sous le choc. « Tu possèdes l'entreprise ? » « Oui. Commencé petit dans un garage, mais nous voilà. » « Attends, qu'est-ce que tu dessines ?» Les yeux de Lucas se sont fixés sur le carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Émilie a rapidement essayé de le fermer. « Oh, rien. Juste des gribouillis. »« Attends, laisse-moi voir. » Lucas n'a pas attendu la permission. Il a doucement arrêté ses mains et a regardé les pages. Ses yeux ont parcouru ces croquis complexes. Un porte-bébé avec une sangle de distribution de poids révolutionnaire. Un oreiller d'allaitement ajustable et des modules de rangement pour poussettes. Il a lentement hoché la tête. « As-tu dessiné ça juste maintenant ?» Émilie a hoché la tête. Ce concept de porte-bébé, la façon dont tu as distribué le poids lombaire si simplement. Je n'ai jamais rien vu de tel. Tu es toujours un génie, Émilie.
Les yeux d'Émilie se sont mouillés. Ces mots ont frappé la partie la plus profonde de son cœur. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait appelée par son nom et avait reconnu son talent. Tu me flattes juste, Lucas. Je suis dans cette industrie depuis longtemps. Je sais reconnaître un bon design quand j'en vois un. Il lui a rendu le carnet de croquis. Allons prendre un café. Nous devons parler. Assis dans un Starbucks près de l'expo, Lucas a tendu un latte à Émilie et a étudié son visage. Elle avait des cernes sous les yeux et avait perdu beaucoup de poids. Émilie, est-ce que tout va bien? Tu n'as pas l'air bien. Émilie a serré fermement la tasse en papier chaude. Elle n'avait pas prévu de raconter à quiconque. Mais sous le regard patient et sans jugement de Lucas, les mots ont simplement coulé. Quand j'ai été libérée de l'hôpital. Mon mari a changé les serrures et est parti en vacances avec sa famille. Nous traversons un divorce. Brutal en ce moment. Lucas a posé son café, son visage se durcissant. J'ai vendu le condo parce qu'il était à moi. Mais maintenant il fait appel de la décision du tribunal et traîne mon nom dans la boue en ligne. Ça ne finit jamais. Sa voix s'est brisée. Le bébé a commencé à s'agiter dans la poussette, et elle l'a rapidement bercé. Lucas est resté silencieux longtemps. Puis, d'une voix basse et stable, il a dit, « Émilie. Te souviens-tu quand tu as gagné le grand prix à notre exposition de design senior ?» Émilie a levé les yeux. Les juges ont dit que ton travail était de niveau professionnel. Tu m'as battu pour ce prix. Tu te souviens? Il a souri doucement. Il semble que tu sois la seule qui ait oublié à quel point tu es brillante. Émilie a levé sa tasse, mais ses mains tremblaient trop pour boire. Lucas, je suis inutile maintenant. Mes journées consistent à préparer des formules, à lire des documents juridiques et à avoir des crises de panique. C'est tout. Tu luttes parce que tu portes un fardeau prévu pour 3 personnes toutes seules. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Il a fait une pause. Mon entreprise lance une nouvelle équipe de R&D. Nous voulons concevoir des produits dont les vraies mères ont désespérément besoin. Que dirais-tu de diriger cette équipe? Les yeux d'Émilie se sont agrandis. Moi? Mais je n'ai aucune expérience en entreprise. L'expérience peut s'enseigner. L'intuition que j'ai vue dans ce croquis est plus aiguisée que celle de n'importe quel designer senior sur ma paie. Tu as regardé un problème en tant que mère et l'a résolu en tant qu'ingénieur. On ne peut pas enseigner ça à l'école. Émilie a baissé les yeux vers son bébé qui s'était réveillé et gazouillait vers elle. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Réfléchis-y. Lucas a fait glisser sa carte de visite noire mat élégante sur la table et s'est levé. Cette nuit-là, Émilie était assise à la table du dîner avec ses parents. Elle a placé la carte de visite de Lucas sur le bois. Un gars avec qui j'étais à l'université m'a offert un emploi dans son entreprise. Ils conçoivent des équipements pour bébés. Sa mère a pris la carte. Veux-tu le prendre? Je veux essayer. Mais le bébé. Son père a posé son journal et l'a regardé. Nous surveillerons notre petit enfant. Va au travail. Sa mère a saisi la main d'Émilie. Il a raison. Va reconstruire ta vie. Nous te soutenons. Émilie a regardé ses parents et a baissé la tête, pleurant des larmes de soulagement. Le lendemain matin, Émilie a appelé Lucas. Lucas, je prends le poste. Elle a entendu un rire chaleureux à l'autre bout. Bon choix. Je te verrai au bureau demain. Émilie a raccroché et a ouvert son carnet de croquis. Sur une page vierge fraîche, elle a tracé la première ligne nette. Sa main tremblait légèrement, mais elle ne s'est pas arrêtée. Pendant sa première semaine, Émilie a présenté son concept de porte-bébé au conseil d'administration. 3 hommes en costume étaient assis en face d'elle, les bras croisés. Le design est intéressant, a dit l'un de manière dédaigneuse. Mais c'est trop idéaliste. Les coûts de fabrication mangeront nos marges. Ce n'est pas rentable. Les mains d'Émilie ont tremblé alors qu'elle rassemblait ses matériaux de présentation. En sortant de la salle du conseil, elle les a entendus murmurer avec doute.
Elle s'est arrêtée dans le couloir, a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Elle a serré les dents et a marché jusqu'à son bureau. Pendant les 2 semaines suivantes, Émilie a fonctionné avec 4 heures de sommeil. Elle a cousu des prototypes à la main. Elle est allée dans des parcs locaux et a interrogé plus d'une centaine de mères, compilant les données méticuleusement. Quand elle est retournée dans la salle du conseil, elle n'a pas apporté que des croquis. Elle a déposé des prototypes physiques sur la table en acajou et a lancé un PowerPoint basé sur des données. 70% des mères interrogées ont cité des douleurs lombaires et aux épaules sévères comme la raison principale pour laquelle elles arrêtent d'utiliser les porte-bébés après 6 mois. A déclaré Émilie fermement. Ce prototype résout ça. Et en changeant le fournisseur de boucles pour un vendeur dans l'Ohio. Le coût de production n'est que 15% plus élevé. Mais nous pouvons commander une prime de 40% au détail grâce à la certification ergonomique. Les cadres ont passé le prototype, échangeant des regards surpris. On ne pouvait pas argumenter contre des données dures. Faisons un test bêta. A finalement dit le cadre principal en levant la main pour approuver le budget. En sortant de la pièce, Émilie s'est appuyée contre le mur du couloir et a laissé échapper une respiration tremblante. Pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère et puissant a traversé son visage. L'équipe d'Émilie est entrée en mode crunch. Elle a versé chaque once de sa frustration, son amour et son expérience en tant que mère dans le produit. Les nuits où elle devait travailler tard, Lucas lui apportait tranquillement à manger de son restaurant thaïlandais préféré, le laissait sur son bureau et retournait à son propre bureau. Pendant ce temps, Paul a perdu son appel. Le juge l'a rejeté avec préjudice et a maintenu l'ordre de payer les frais de justice et la restitution d'Émilie, se noyant dans les dettes et incapable d'obtenir un vrai prêt. Paul s'est tourné vers des prêteurs sur salaire louche et des usuriers souterrains pour garder les apparences. Suzanne vivait dans un appartement exigu avec Chloé, qui avait été larguée et était misérable. Elle passait chaque jour à blâmer amèrement Émilie pour leur vie ruinée. Émilie, cependant, sortait de l'ombre. Sa confiance est revenue et sa voix dans les réunions est devenue autoritaire. Quand le prototype final du porte-bébé a été dévoilé, les dirigeants de l'entreprise ont été stupéfaits. Après la réunion d'évaluation, Lucas s'est approché d'Émilie alors qu'elle rangeait. « Tu as tout tué là-dedans, Émilie » a dit Lucas doucement. Émilie a levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient vitreux, mais elle souriait. « Merci, Lucas. Merci de m'avoir donné cette chance. »« Tu as créé la chance » a-t-il répondu en souriant. Dehors des fenêtres hautes, la skyline de Chicago scintillait dans la nuit. 2 ans plus tard, Émilie a lancé sa ligne phare. Dear My Baby. Le jour où elle est sortie, le site web de l'entreprise a planté à cause du volume massif de trafic. Le porte-bébé est devenu viral sur TikTok. Salué comme un miracle pour les mères et s'est épuisé en 3 semaines. Les acheteurs de détail de Target et Bye Bye Baby ont fait exploser leur téléphone. En 1 an, ils avaient des accords de distribution à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Le visage d'Émilie a commencé à apparaître dans Forbes et des podcasts d'affaires. Les reporters étaient obsédés par son histoire. Une mère célibataire qui avait transformé ses luttes en un empire de plusieurs millions de dollars. Assise devant une caméra pour une émission de nouvelles matinales, Émilie a parlé calmement. En tant que mère, j'ai rencontré des luttes quotidiennes que personne ne réparait. Donc j'ai décidé de les réparer moi-même. Ce soundbite a résonné auprès de millions de femmes. L'hiver est arrivé. Émilie était assise au premier rang d'une grande salle de bal au Ritz-Carlton portant une superbe robe de soirée noire. C'était les National Innovation Awards annuels. La salle était remplie de titans de l'industrie et de la presse. Lucas était assis 3 rangées en arrière, regardant la scène intensément. Et l'entrepreneur innovante de l'année va à Émilie, directrice principale de Dear My Baby, a annoncé l'animateur. La salle de bal a éclaté en applaudissements. Émilie s'est levée, a lissé sa robe et a monté les marches jusqu'à la scène. Elle a accepté le lourd trophée en cristal et s'est approchée du microphone. Merci, a commencé Émilie en prenant une profonde inspiration.
Il y a 2 ans. J'ai touché le fond. J'étais debout dans un couloir glacial tenant mon nouveau-né sans nulle part où. Allez. Je veux remercier mes parents qui n'ont jamais cessé de croire en moi. Je veux remercier Lucas qui a vu mon potentiel quand j'étais invisible et mon équipe incroyable. Sa voix a légèrement tremblé. Mais surtout, je remercie mon fils. Sans lui, rien de tout cela n'existerait. Il est ma raison pour tout. Les applaudissements étaient assourdissants. Ensuite, lors du junket de presse, un reporter a levé la main. Émilie, votre divorce très public et difficile est bien connu en ligne. Diriez-vous que votre succès massif est une forme de revanche contre votre ex-mari? La salle est devenue morte silencieuse. Sa responsable des relations publiques l'a subtilement poussée. Mais Émilie a simplement souri calmement. Mon succès est construit sur l'amour que j'ai pour mon enfant et la croyance que j'ai en moi-même. Le mot revanche n'est plus dans mon vocabulaire. Je ne pense simplement pas à lui. D'autres applaudissements ont suivi. Quand tout a été fini, Émilie s'est glissée dans le couloir tranquille de l'hôtel. Lucas était appuyé contre un pilier en marbre tenant ses clés de voiture. « Tu étais incroyable là-haut », a-t-il dit. « Tu es toujours là. » Évidemment, je n'allais pas partir sans emmener la femme du moment dîner. Ils ont conduit jusqu'à un restaurant italien calme et faiblement éclairé. En levant leur verre de vin, ils ont trinqué. Lucas a posé son verre et a regardé profondément dans les yeux d'Émilie. « Émilie, il y a quelque chose que je dois dire. Je voulais le dire depuis ta première semaine au bureau. Mais le timing n'a jamais semblé bon. » Émilie est restée parfaitement immobile, regardant la façon dont elle combattait l'enfer. « Tout ce que je pouvais faire était de t'apporter le dîner. Je suis tombé amoureux de toi en te regardant travailler tard. En te voyant sourire à ton équipe même quand tu étais épuisé. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu n'as jamais abandonné devant le conseil et de la façon dont tu regardes les photos de ton fils quand tu penses que personne ne regarde. Je veux te protéger. Je veux être là pour toi. » Émilie a serré sa serviette sur ses genoux, baissant les yeux. « Lucas, ma vie est compliquée. J'arrive avec des bagages. J'ai un fils. Tu n'es pas compliqué. Ton passé est ce qui a fait de toi l'incroyable femme assise en face de moi. Et j'aime aussi ton fils. Je veux tout. » Elle a levé les yeux vers lui, un sourire vulnérable et beau perçant. « Je ressens plus que de la gratitude depuis longtemps. Lucas. Je pensais juste que je n'avais pas le droit de le dire. » Lucas a tendu la main par-dessus la nappe blanche et a pris sa main. Elle ne l'a pas retirée. Quelques mois plus tard, par un week-end ensoleillé, Émilie a emmené son bambin dans un parc local. Le petit garçon, qui apprenait tout juste à assembler des mots, marchait joyeusement en se tenant à sa main. « Maman, grand arbre. »« Oui, bébé. C'est un énorme arbre. Allons le voir. » Ils se sont assis sur un banc de parc. Émilie a sorti une boîte de jus et des collations. Alors qu'elle essuyait une miette de sa joue et riait. Les télévisions dans un magasin d'électronique voisin diffusaient une rediffusion de son discours d'acceptation de prix. Dans une chambre de motel sale et faiblement éclairée de l'autre côté de la ville, Paul fixait un écran de télévision fissuré. La caméra a zoomé sur le visage rayonnant et réussi d'Émilie. Paul a serré les dents, sa mâchoire visiblement tressaillant. À côté de lui, Suzanne a arraché la télécommande de la télévision et a claqué le bouton d'alimentation. « Éteins ça. Je ne veux pas la regarder. Je ne supporte pas de la voir agir comme si elle était si parfaite. » Suzanne a jeté la télécommande contre le mur et s'est allongée sur le matelas taché. Sa peau avait une pâleur jaunâtre maladive et ses mains tremblaient violemment alors qu'elle serrait sa poitrine. Paul a juste fixé le plafond en pop-corn d'un regard vide. Quelques semaines plus tard, Lucas a invité Émilie et son fils à la maison de ses parents pour un rôti du dimanche. Quand la mère de Lucas a ouvert la porte, elle a jeté un coup d'œil au bambin et a légèrement froncé les sourcils. « Lucas, elle semble gentille. Mais elle a un enfant. Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?»
a-t-elle murmuré dans le vestibule. Maman? Il fait partie de la femme que j'aime. Il est ma famille maintenant aussi. A répondu Lucas. Fermement. À la table du dîner, Emily était polie et gracieuse. Merci beaucoup de nous recevoir, Madame Davis. La nourriture est merveilleuse. Le bambin a pointé les pommes de terre écrasées. Délicieux, grand-mère. Ce seul mot innocent a fait fondre le cœur de la mère de Lucas. Après le dîner, elle a tiré Emily à part et a tenu sa main. Emily, tu as traversé tant de choses. Lucas m'a tout raconté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord. Elle a pris le bambin dans ses bras et a embrassé son front. Emily s'est mordu la lèvre, retenant les larmes, et a rayonné. Merci. Lucas regardait depuis l'embrasure de la porte, souriant tranquillement. Ce printemps-là, Lucas a demandé Emily en mariage. Il a enrôlé l'aide du bambin. Le petit garçon s'est approché d'Emily dans le jardin, tenant un petit bouquet de marguerites. Attachée au ruban se trouvait une bague de diamants scintillante. Quand Emily a levé les yeux, Lucas était à genoux. Emily, formons une famille. Emily a éclaté en larmes, hochant vigoureusement la tête, et a tendu la main. Alors que Lucas glissait la bague sur son doigt. Le petit garçon a jeté ses bras autour du cou de Lucas. Papa. C'était la première fois qu'il l'avait jamais appelé comme ça. Les yeux de Lucas sont devenus rouges, et il a tenu le garçon fermement. 3 mois après leur beau mariage en extérieur. Un portrait de famille encadré était fièrement accroché dans le salon de leur nouvelle maison. Mais la joie est souvent fragile. Un après-midi, le bambin est rentré de la garderie, léthargique. Le soir, il brûlait de fièvre. 40 degrés. Lucas, sa fièvre ne tombe pas. Nous devons aller aux urgences. Emily a crié. Lucas a foncé à la maison depuis le bureau. Dans la salle de triage à l'hôpital, le garçon a commencé à convulser. Une crise. Emily s'est effondrée sur le sol, hurlant son nom. Après l'avoir stabilisé, le médecin des urgences est sorti avec un air grave. La crise s'est arrêtée. Mais nous avons besoin d'une IRM et d'une ponction lombaire. Quelque chose ne va pas. Neurologiquement. Emily a saisi la blouse du médecin. Mon bébé va-t-il vivre? Le médecin ne pouvait pas lui donner une réponse directe. Les jours sont devenus une semaine de tests agonisants. Emily n'a pas dormi, veillant au chevet du berceau d'hôpital. Lucas y vivait pratiquement. Ne sortant dans le couloir que pour passer des appels désespérés à des spécialistes à travers le pays. Enfin, un neurologue pédiatrique leur a donné le diagnostic. Une malformation cérébrale sévère et rare causant les crises. La chirurgie est la seule option, mais elle est incroyablement risquée. Il y a peut-être 3 chirurgiens aux États-Unis qualifiés pour effectuer cette microchirurgie. Spécifique, a expliqué le médecin. Emily est tombée à genoux. Lucas l'a rattrapée en la soutenant. Trouvez-les, a dit Lucas au médecin. Quel qu'en soit le coût, où qu'il soit, nous irons. Assise dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, Emily tenait la main molle de son fils. Maman va te sauver. Je te le promets. Le mot s'est répandu. Quelques jours plus tard, Paul est soudainement apparu dans le hall de l'hôpital. Il avait l'air débraillé et désespéré. Il est tombé à genoux quand Emily est sortie pour prendre un café. Emily, j'ai entendu ce qui s'est passé. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi voir mon fils. Emily l'a fixé avec des yeux comme le zéro absolu. Il n'est pas ton fils. Sors. Emily, je suis son père. Je veux aider à payer la chirurgie. Je ferai n'importe quoi. Tu dois des centaines de milliers à des usuriers. N'apporte pas ton argent sale et taché de sang. Près de mon enfant, a dit Emily froidement en tournant les talons. Paul s'est présenté chaque jour, traînant dans le hall. Bientôt, la police est arrivée et l'a arrêté. Il avait été pris en train de mettre en place une page GoFundMe frauduleuse utilisant la tragédie médicale de son fils pour voler de l'argent afin de payer ses bookmakers.
Émilie n'a même pas cligné des yeux quand elle a entendu la nouvelle. Pendant ce temps, Lucas a accompli des miracles. Il passait des nuits sur des appels Zoom avec des hôpitaux. Émilie, je l'ai trouvé. Lucas a dit un matin, épuisé mais excité. Le meilleur neurochirurgien pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Boston. Il rentre d'une conférence en Europe la semaine prochaine. Une semaine, Émilie a regardé les moniteurs. Peut-il tenir aussi longtemps? Il le faut. La chirurgie allait coûter une fortune, même avec l'assurance. Lucas a tranquillement liquidé une partie de ses actions dans l'entreprise. Quand le personnel d'Émilie et les milliers de mères qui suivaient sa marque ont entendu la nouvelle, une campagne de financement participatif massive a explosé organiquement. Ils ont collecté les fonds en 48 heures. Lucas a transmis sans relâche les dossiers du garçon au chirurgien à Boston. 2 jours avant le vol prévu. Les moniteurs dans la chambre d'hôpital sont soudainement devenus fous. Les alarmes ont retenti. Le garçon convulsait à nouveau, son visage devenant bleu. Code bleu, ont crié les infirmières en se précipitant. Maman, vous devez sortir. Émilie s'est effondrée dans le couloir, joignant les mains en prière. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît. Lucas est arrivé, glissant sur le sol pour la tenir fermement. Soudain, les portes de l'ascenseur ont tinté en s'ouvrant. Un homme aux cheveux argentés portant un sac médical s'est précipité dehors. C'était le chirurgien de Boston. Préparez l'eau, a-t-il crié à l'interne. Nous y allons tout de suite. Alors qu'il roulait le garçon dans le couloir, Émilie a couru à côté du brancard. Les yeux du garçon se sont ouverts en battant pour une fraction de seconde. Maman. Maman est juste ici, bébé. Tu vas faire une petite sieste, et quand tu te réveilleras, je serai la première chose que tu verras. Les lourdes portes de la salle d'opération se sont refermées. Émilie s'est affaissée contre le mur. La lumière rouge s'est allumée. Elle est restée allumée pendant 10 heures agonisantes. Quand la lumière s'est enfin éteinte, Émilie, Lucas et ses parents se sont tous levés en retenant leur souffle. Le chirurgien est sorti, enlevant sa calotte chirurgicale. Il avait l'air épuisé, mais a souri. La chirurgie a été un succès complet. Nous avons retiré la malformation. Le pire est passé. Émilie a laissé échapper un sanglot déchirant et a enfoui son visage dans la poitrine de Lucas. Sa mère a pleuré bruyamment et son père s'est adossé au mur, couvrant ses yeux. 5 jours plus tard, le garçon a été sorti de l'unité de soins intensifs. Quand Émilie a serré sa petite main, ses yeux se sont lentement ouverts en battant. Maman. Maman est là. Tu as été si bon, mon garçon courageux. Une semaine plus tard, Émilie a reçu une lettre transmise par son avocat. Elle venait de Paul envoyé depuis une prison de comté. Il avait changé le bénéficiaire de sa maigre police d'assurance vie pour son fils, joignant une lettre pathétique suppliant pour le pardon. Mets-la juste dans la déchiqueteuse, a dit Émilie à son avocat. À ce moment précis, le nom Paul a été complètement et définitivement effacé de son esprit. La rééducation a commencé. Lucas a pris un congé pour emmener le garçon à la thérapie physique chaque jour. Parce que le financement participatif avait collecté le double du coût de la chirurgie, Émilie a fait une annonce. Nous lançons la fondation Dear My Baby pour financer les neurochirurgies pédiatriques pour les familles à faible revenu. Ce geste a cimenté son entreprise comme une marque nationale adorée. Quand Émilie est finalement retournée au bureau de l'entreprise, tout son personnel l'a surprise dans le hall avec des applaudissements, des ballons et un gâteau. Bienvenue de retour, patronne. Des mois plus tard au centre de rééducation, le garçon se tenait au bout du tapis rembourré. Viens vers maman, a dit Émilie en s'agenouillant les bras ouverts. Le garçon a fait un pas. 1, 2, 3. Ses jambes ont vacillé, mais il n'est pas tombé. 4, 5. Il s'est pratiquement jeté dans les bras d'Émilie en riant. Maman. Lucas a acclamé sauvagement derrière elle. Cette nuit-là, Émilie a ouvert son MacBook. Elle a commencé à taper un manuscrit,
le dédiant à toutes les mères en difficulté dans le monde. Elle a versé tout son parcours sur les pages. Le premier jour de maternelle du garçon, Émilie tenait sa main droite et Lucas sa main gauche. Ils ont marché jusqu'aux portes de l'école. « Je suis un grand maintenant », a acclamé le garçon. Lucas a ajusté les bretelles de son petit sac à dos et a embrassé sa tête. Quelques mois plus tard lors de la journée sportive de l'école, le garçon courait le sprint de 50 yards. À mi-chemin sur la piste, sa chaussure a volé et il a culbuté dans l'herbe. Lucas a immédiatement commencé à courir vers le terrain, mais le garçon s'est relevé d'un bond. « Je vais bien, papa. Je peux encore courir. C'est mon garçon. »« Vas-y », a crié Lucas. Le garçon n'a pas gagné la course, mais au moment où il a franchi la ligne d'arrivée, il a sprinté directement dans les bras d'Émilie. Voir son fils courir à travers un champ ensoleillé. Le même garçon qui avait été allongé mourant dans un lit d'hôpital était un prix bien plus grand que n'importe quelle médaille d'or. En rentrant à la maison de l'école, ils se sont arrêtés à un feu rouge. Émilie a regardé par la fenêtre et a vu la ruelle arrière d'un dîner graisseux délabré. Assise sur une caisse de lait renversée, frottant de la graisse lourde des pots avec un tuyau, se trouvait Suzanne. La femme arrogante et cruelle avait disparu. Elle n'était plus qu'une vieille femme brisée et épuisée. « Tout va bien, chérie ?» a demandé Lucas, remarquant qu'elle fixait. « Oui, ce n'est rien. Rentrons à la maison. » Le feu est passé au vert et ils sont partis. Émilie n'a rien ressenti. Ni colère, ni pitié, juste de l'indifférence. Quelques jours plus tard, un email est apparu de son ancien enquêteur privé. C'était un lien vers un article de presse locale. Homme non identifié trouvé mort dans le parc de la ville. Soupçonné victime de violences d'usurier. Même sans nom, Émilie savait que c'était Paul. Elle a glissé l'email dans la corbeille et l'a vidé. Cette partie de sa vie était officiellement morte et enterrée. Ce soir-là, Émilie, Lucas et leur fils se tenaient sur un terrain vague herbeux en banlieue. Ils regardaient les plans architecturaux pour leur maison de rêve construite sur mesure. « La grande pièce va ici », a indiqué Lucas. « Et les chambres des enfants seront sur l'aile, pour qu'elles reçoivent le soleil du matin. »« C'est ma chambre », a crié le garçon en courant en cercle. « Et la chambre du bébé. » Le son de leur rire a résonné à travers l'espace ouvert. Alors que le soleil commençait à se coucher, Émilie s'est appuyée contre Lucas. « J'ai terminé le manuscrit pour mon livre aujourd'hui », lui a-t-elle dit. « Vraiment ? C'est incroyable. Je donne 100% des droits d'auteur à l'aile de l'hôpital pour enfants. » Lucas a passé son bras autour de sa taille. « Tu es incroyable, Émilie. »« Maman, papa, dépêchez-vous », a crié leur fils depuis le trottoir. Ils ont trotté vers lui. Leurs trois ombres fusionnant en une longue silhouette sous la lueur ambrée des lumières de rue. De retour dans leur salon actuel, le portrait de famille était fièrement accroché au mur. Juste à côté se trouvait un cadre en laiton martelé vide, attendant une nouvelle photo. Sous le pull ample d'Émilie, Lucas a doucement placé sa main sur son ventre qui grandissait. Une nouvelle vie fleurissait. « Merci, Lucas », a murmuré Émilie. « Non, merci à toi », a-t-il répondu en embrassant sa tempe. La femme qui s'était tenue verrouillée hors de sa propre maison une nuit glaciale était autrefois la personne la plus triste du monde. Mais elle n'est pas restée sur le sol à pleurer. Elle s'est levée et a continué à marcher. La revanche ultime contre ceux qui l'avaient abandonnée n'était pas de les détruire. C'était de se reconstruire en quelque chose d'incassable. La vraie revanche n'est pas d'infliger de la douleur. C'est de trouver un bonheur absolu et inébranlable. Et c'est exactement ce qu'Émilie a fait. Pendant ce temps, le mari et les beaux-parents qui l'avaient jeté ont creusé leur propre tombe et sont tombés dedans. Si quelqu'un qui écoute cette histoire en ce moment traverse l'enfer, sachez simplement que ça va aller. Tout comme Émilie, tout ce qu'il faut c'est un pas en avant. Et ce pas est le début d'une vie entièrement nouvelle. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez laisser un commentaire et vous abonner.